Au Moulin à Café, nous avons lancé au mois d'avril un cycle de soirées le mardi qui s'appelle les mardis associatifs. On a décidé de se rapprocher de notre collectivité, de nos partenaires associatifs de l'arrondissement et de mettre en avant les actions associatives, le plaidoyer associatif, les levées de fonds associatives, les présentations d'associations, voilà. Et donc, dès que possible, le mardi soir, nous faisons une soirée sur les associations. Ce soir, nous avons une thématique qui tourne autour de la marchandisation des associations. Donc, je vous remercie d'être présent pour y participer. Je ne vais pas donner, moi, la définition de ce que c'est que la marchandisation parce que j'ai 2 super invités et je précise tout de suite que nous devions avoir 3 super invités. Nous avons avec nous Marianne Langlais, qui est coordinatrice de l'Observatoire citoyen de la marchandisation des associations. Et c'est un observatoire qui se trouve logé dans le collectif des associations citoyennes. On est d'accord? Non, j'ai pas compris. Impulsé, d'accord. Et donc, Marianne, merci d'être là. Nous avons à côté de nous Gloria Taoussi, qui est en charge du plaidoyer au réseau national des ressourceries. Vous voyez probablement ce que c'est qu'une ressourcerie, puisque nous avons la ressourcerie créative dans le 14e, qui est très connue. Voilà, donc toutes les ressourceries sont sous statut associatif, à ma connaissance. Gloria me démentira peut-être. Et puis, nous devions avoir Jean-Louis Laville, qui, il y a un mois, était sous confirmation, qui a confirmé sa venue et qui a perdu son épouse ce matin. Donc, bien sûr, nous avons une pensée pour lui. Jean-Louis ne sera pas avec nous et Jean-Louis nous aurait embarqué vers des projections beaucoup plus profondes, avec des dimensions plus larges sur la marchandisation des associations, parce que c'est un sujet qu'il travaille depuis longtemps. Il n'est pas là, on le réinvitera une autre fois. Mais pour commencer, je vais demander à Marianne de nous présenter en quelques mots ce que c'est que l'Observatoire de la marchandisation des associations. Et puis, parce qu'il y a une actualité, là sur l'Observatoire. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, je suis Marianne Langlais du collectif des associations citoyennes. Donc le collectif des associations citoyennes, c'est un espace associatif qui croise des réseaux et des associations qui viennent de secteurs très très différents. On a aussi bien le planning familial que la CIMAD, que Peuple et Culture, sur l'éducation populaire, la CIMAD qui accompagne les personnes étrangères, qui défend les droits des personnes exilées. Le planning, j'imagine que j'ai pas besoin d'expliquer ce qu'est le planning. Donc on a des associations, planning familial. On a des associations qui viennent de secteurs très très différents et le collectif, alors je commence par le collectif parce que c'est dans ce cadre-là qu'a été impulsé l'Observatoire. Donc le collectif des associations citoyennes est donc un espace où on réfléchit et on travaille sur le scénario de l'affaiblissement des associations, c'est-à-dire qu'est-ce qui vient affaiblir le tissu associatif et qu'est-ce qui vient à l'inverse, le renforcer. Donc on travaille sur ces 2 versants avec tous ces acteurs à partir de savoirs académiques, parce qu'on a aussi des chercheurs et des chercheuses qui nous accompagnent, et de savoirs d'expérience. Et ce collectif des associations citoyennes, il s'est créé en 2010 pour lutter contre la marchandisation des associations. Et son travail a abouti petit à petit à la création en 2022 d'un observatoire citoyen de la marchandisation des associations qui a sorti un premier rapport en 2023 et qui vient de sortir un deuxième rapport en 2025. Donc, est-ce qu'on peut donner une définition de la marchandisation des associations? Ça a l'air d'être un gros mot dit comme ça. Alors justement, c'était l'objet en fait un peu de notre premier rapport, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend sous ce terme de marchandisation, comment on décrypte, comment on arrive à décrypter aussi bien avec donc ces apports académiques que ces apports d'expérience, les logiques de marché qui nous traversent.
C'est un peu ça le démarrage. C'est comment comprendre les logiques de marché qui traversent de plus en plus nos associations. Parce que pour nous, la marchandisation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait tous ces facteurs qui poussent les associations à devenir des entreprises comme les autres. C'est vraiment ça qu'on essaye de décrypter, de comprendre. Et en fait, ce qui nous pousse à devenir des entreprises comme les autres, en fait, ça rentre par nos pratiques, nos mots, nos façons d'aller chercher du financement. Un des éléments un peu structurants pour expliquer cette transformation des associations, à nos yeux, d'abord, c'est la création d'un marché unique européen. Je rentre dans le sujet direct. Allons-y. Bon, d'un marché unique européen qui, dans ce marché unique européen, il n'y a pas de statut associatif. L'association est une entreprise comme une autre. Et le marché unique européen a une règle d'or qui est le principe d'une concurrence libre et non faussée. Et à ce titre, les aides aux associations perçues comme des entreprises peuvent être considérées comme venant fausser cette règle d'or de la concurrence qui doit être absolument libre et qui ne doit pas être faussée. Est-ce que je peux me permettre une interpellation? Oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'associations dans d'autres pays européens que la France. Il y a des collectifs qui existent, de personnes qui se mettent ensemble pour décider de faire quelque chose dans leur quartier, comme on a pu le faire dans le 14e arrondissement à multiples reprises. Ça existe. Bien sûr. Bien sûr, il y a des associations. Alors après, on a un statut qui est quand même très fort en France, et puis le principe de non-lucrativité est pas perçu de la même manière partout en Europe. Donc notre principe de non-lucrativité, il est assez défendu en France et c'est pas la même chose. La notion de non-lucrativité est pas perçue pareil dans d'autres pays européens. C'est la loi de 1901 en France qui consacre le principe de la non-lucrativité. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de faire du commerce comme on le fait ici. Il y a une caisse, on vend des repas au café associatif, mais on n'a pas le droit de se le mettre dans nos poches. Voilà. C'est-à-dire que tout ce qui est bénéfice doit être reversé pour le projet associatif, uniquement pour le projet associatif. Donc c'est un principe de non-lucrativité qui est spécifique quand même un peu à la France, puisque non-lucrativité dans d'autres pays européens, c'est simplement les activités gratuites. Donc il y a là aussi une bataille au niveau européen qui peut être un peu compliquée, parce qu'il faut défendre la notion de non-lucrativité à la française, qui est pas forcément entendue et compris par d'autres acteurs européens. Mais juste pour revenir... En quoi cette différence de conception en Europe marque une empreinte sur les activités des associations aujourd'hui? Voilà. Donc si je reviens sur le principe, la règle d'or dont je vous parlais, qui est cette concurrence libre et non faussée, ça implique en France un recul de la subvention de fonctionnement au profit des modèles plutôt qui ressemblent à de la commande publique ou qui sont de la commande publique, donc appel à projet et appel d'offres, qui, eux, ne peuvent pas être considérés comme venant fausser cette règle d'or, puisqu'ils sont dans un cadre de concurrence. Donc c'est pour ça qu'on voit en France un recul de la subvention de fonctionnement au profit des appels à projets et des appels d'offres. Et ça, on l'observe depuis une quinzaine d'années, voire plus, une quinzaine d'années. Et donc, c'est aussi ce qui explique un peu cette course, on va dire, aux appels à projets dans lesquels sont pris les associations, qui d'ailleurs essouffle à la fois les équipes, mais essouffle aussi le sens du projet associatif. Puisque là, on a une étude qui vient de sortir d'ailleurs, et je me permets de la signaler, de l'Observatoire des libertés associatives, qui a fait une grande étude sur la question des libertés associatives dans les associations. Et une des choses qui remonte, c'est que 34% des répondants, et je crois qu'ils sont en 2006 à avoir répondu, 34% des répondants répondent à des projets
qui sont pas dans leur objet associatif, enfin qui leur font perdre un peu de leur autonomie associative. 34%, c'est bien. Pour obtenir Pour du avoir budget. du financement, en fait, pour C'est ça. pouvoir continuer à vivre. Et donc, on voit comment cette transformation, en fait, elle provoque de la marchandisation, c'est-à-dire que ça crée des marchés, en fait. Ça pervertit l'objet associatif aussi. Ça Et ça met les associations en concurrence entre elles. Voilà. Ça met les associations en concurrence entre elles. Donc, ça affaiblit aussi la capacité de travail collectif, de mise en réseau. Parce qu'effectivement, quand on est en concurrence, on est difficilement apte à rentrer vraiment en travail en collectif entre plusieurs associations. C'est vraiment quelque chose qu'on peut ressentir. Et les appels d'offres mettent aussi en concurrence les associations avec des entreprises privées lucratives. Et là, on passe encore dans un autre niveau de marché. Et puis, les appels d'offres, ils ont un effet, alors là, vraiment très, on peut dire pervers pour les associations, puisque un appel d'offres, il y a un cahier des charges, tout est construit par celui qui finance, enfin, il y a un cahier des charges extrêmement contraignant pour les associations, et on peut voir certaines associations, je peux peut-être prendre l'exemple de la CIMAD, pour expliquer un peu l'effet, parce que je trouve qu'il est extrêmement parlant. La CIMAD est une association donc qui défend le droit des personnes exilées et qui intervient dans les centres de rétention administrative, qui intervient depuis le début depuis le début de leur création, c'est-à-dire dans les années 80, dans les centres de rétention administrative. Depuis le début, la CIMAD, cette association, est attaquée politiquement par la droite et l'extrême droite. En 2009, Brice Hortefeux, si je me souviens bien, décide de faire un marché public avec l'intervention des associations en rétention. Et à l'époque, parce que je voudrais vous lire ça si j'arrive à le retrouver, à l'époque, la CIMAD écrit dans une tribune, donc en 2009 déjà, cette mise en concurrence des associations par le gouvernement va se traduire par des missions éclatées et morcelées, par une absence de politique coordonnée et de vision globale de ce qui se passe dans les CRA, dans les centres de rétention administrative, et par le choix de prestataires qui seront les moins critiques et donc les moins efficaces dans la défense des droits des étrangers. Et effectivement, c'était effectivement ce qui s'est passé. Le marché, du coup, a été séparé entre 6 associations. Et puis, la CIMAD avait une fonction extrêmement importante. Moi, à l'époque, j'étais journaliste, donc je me servais beaucoup des rapports que sortait la CIMAD tous les ans pour raconter ce qui se passait dans ces centres de rétention administrative, qui sont des lieux de privation de liberté où il est très très difficile d'entrer. Et donc chaque année, on avait le retour de la CIMAD sur ce qui se passait à l'intérieur, et c'était extrêmement important en termes de regard citoyen sur ce qui se passait dans ces lieux et de défense des droits des personnes. Ce rapport a été affaibli par cette mise en marché, cette création d'un marché, parce qu'on voit aussi comment l'État a créé un marché là où il n'y en a pas. Et ça, c'est important de le prendre en compte. Donc ça, c'est une première étape. Mais finalement, c'était encore trop. La capacité de ces associations à faire remonter les difficultés, c'était encore trop, puisque dans les derniers appels d'offres, il y a eu des clauses qui sont rentrées dans les marchés publics, des nouvelles clauses dans le cahier des charges, qui demandaient à la CIMAD, et à toutes les associations, d'ailleurs pas que à la CIMAD, à toutes les associations qui répondaient à l'appel d'offres, de tenir un principe de neutralité, de ne pas faire remonter les informations dont ils pouvaient être témoins. Ça, c'est les derniers, depuis 2021, il y a cette clause dans l'appel d'offres. Mais c'était encore trop, puisque là, on voit qu'il y a une loi qui vient de sortir, qui vient d'être adoptée par le Sénat, je crois, et qui doit passer à l'Assemblée nationale,
qui demande purement et simplement la fin de l'intervention associative dans les centres de rétention administrative, pour être remplacés par des agents de l'Office français de l'intégration et de l'immigration, de l'OFII. Voilà. Donc on voit bien là, parce que tout ça s'est accompagné aussi, mais ça vous avez dû suivre un petit peu, tout ça s'est accompagné d'attaques politiques extrêmement fortes contre la CIMAD. Donc on voit bien ici comment le processus de mise en marché et le processus d'attaque et de disqualification de l'association se conjuguent pour finalement venir étouffer l'interpellation citoyenne et la défense des droits des personnes, parce que c'est bien de ça dont on parle au final. Alors c'est bien d'avoir un exemple aussi concret que ça, parce qu'on se rend compte de l'effet de l'emprise des pouvoirs publics sur le contrôle financier des budgets, enfin voilà, sur les subventions qui sont versées aux associations. Le premier rapport de l'Observatoire permettait de définir les problématiques. Que dit aujourd'hui le deuxième rapport, le rapport bleu, que vous avez publié le mois dernier? Alors le deuxième rapport, il poursuit ce décryptage de marchandisation et de financiarisation, parce que c'est un deuxième temps qu'il est important de conscientiser collectivement. Tous ceux qui font partie du monde associatif ont intérêt à vraiment conscientiser ces processus qui nous traversent, encore une fois. Donc, il poursuit ce décryptage. D'ailleurs, juste pour, dans la poursuite de ce décryptage, qu'on essaye aussi de comprendre, c'est que on voit que certaines associations, finalement, accompagnent ces processus. Se marchandise, on va dire, voire se financiarise. Et on a vu monter à partir des années 2000, et ça on le décrypte dans le premier et on poursuit ce décryptage dans le deuxième rapport, la notion d'entrepreneuriat social. Cette notion, en fait, elle n'est pas neutre, elle vient des États-Unis, d'un réseau qui s'appelle Ashoka, qui dans les années 80 a porté l'idée que finalement les outils de gestion et les pratiques des entreprises privées lucratives étaient assez efficaces pour répondre à des problématiques sociales ou écologiques. Et qu'en fait, finalement, le modèle associatif était un peu has-been, ou pas très efficace, ou un peu trop lent, ou un peu trop collectif. Et que finalement, le modèle de l'entreprise, de l'entrepreneur qui, lui, a une solution à apporter à un problème et un discours, on va dire, assez puissant et assez désirable, enfin je ne sais pas comment on dit, mais un marketing assez puissant, on va dire. Finalement, ce discours-là, il amenait l'idée que le modèle de l'entreprise était peut-être plus à même de répondre à des problématiques sociales et écologiques. Ça soulève deux questions quand même. Est-ce qu'il est vrai, Marianne, que les associations en 2025 sont un peu has-been? Deuxième question, je me doute de la réponse. Deuxième question, est-ce qu'il est vrai que les entrepreneurs sociaux peuvent apporter eux aussi des réponses aux enjeux sociaux ou environnementaux? Alors, bien sûr qu'ils peuvent apporter des réponses, mais ils sont dans une logique, une approche qui est un problème, une solution. Et encore une fois, ils utilisent le modèle de l'entreprise privée et ils invisibilisent aussi tout ce qui peut exister ou préexister du tissu associatif qui effectivement est extrêmement robuste, extrêmement efficace en termes de relations d'humanité, de défense des droits, de transformation, de la nécessité d'avoir une transformation profonde, une bifurcation même sociale et écologique face aux grands enjeux qui sont en face de nous. Parce qu'en fait, la problématique de l'entrepreneuriat social, c'est qu'elle reste dans un modèle de marché, qu'elle porte le récit d'un capitalisme qui serait vertueux, d'un capitalisme qui pourrait avoir de l'impact social et écologique, mais elle ne vient pas finalement, elle vient invisibiliser un peu ce qui vient de l'économie solidaire, c'est-à-dire la capacité des associations et des acteurs de l'économie solidaire à proposer une autre économie. Et c'est ce qu'on développe dans ce deuxième rapport, c'est un peu l'idée que comment on peut s'inscrire dans une autre économie.
Alors déjà, En tant qu'association. en tant qu'association, mais en tant qu'association, on s'inscrit déjà dans une autre économie en quelque sorte. Parce que l'économie des associations repose non seulement effectivement sur de l'argent public, mais sur beaucoup de bénévolat, sur beaucoup de réciprocité, sur beaucoup de solidarité entre associations. Donc on est dans un autre... Je peux illustrer ce que tu dis avec le modèle du moulin à café que vous connaissez, qui existe depuis 20 ans. Notre budget annuel, je vous donne des chiffres ronds, c'est 300 000 euros. On a 25% de subventions. Donc 75% du budget, c'est la vente de boissons et de repas, les adhésions et les dons. Et la valorisation du bénévolat en nombre d'heures multiplié par le SMIC horaire, ici, ça représente 80 000 euros. Donc notre budget annuel devrait être de 380, et en fait il est de 300, dont 25% de subventions. Donc en fait dans le deuxième rapport, on essaye d'explorer aussi des pistes possibles de démarchandisation. Donc comment on sort de ces processus qui à nos yeux sont vraiment délétères pour les associations, parce que si les entreprises pouvaient sauver le monde, ça se saurait. Enfin, on le verrait un petit peu, je pense. On n'en serait peut-être pas à cet endroit-là. Et donc, on essaye de proposer des pistes, d'ouvrir des pistes possibles de démarchandisation. Un des premiers éléments pour nous importants, c'est déjà de se réapproprier la défense, de se réapproprier la question de l'argent public. Comment on va chercher de l'argent public et de quel argent public on parle, c'est-à-dire comment on défend la notion de subvention. La notion de subvention, c'est l'idée qu'il doit y avoir un soutien public, de l'argent public qui vient soutenir des initiatives citoyennes sans en attendre de contrepartie. C'est la définition de la subvention. Donc, comment on se réapproprie cet argent public et comment on pense aussi la répartition de cet argent public autrement que ce qui se fait actuellement, c'est-à-dire en essayant de les dégager du clientélisme partisan ou de l'arbitraire politique. Pour ça, on s'est tourné vers la sécurité sociale de l'alimentation. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler. C'est l'idée, en fait. Au Moulin à Café, ils savent, parce qu'il y a un projet dans le 14e et nous souhaitons en être partie prenante. Voilà. C'est un peu trop tôt, mais on y va. En fait, il y a je crois, 27 expérimentations de sécurité sociale de l'alimentation en France. Donc, c'est des expérimentations locales. Mais il y a aussi un collectif national qui, lui, porte une politique publique, enfin, qui porte la nécessité d'une politique publique qui serait l'idée de reprendre la sécurité sociale telle qu'elle avait été pensée après-guerre, donc qui a permis quand même un temps de sortir la santé du marché, même si depuis elle est détricotée, mais c'était quand même ça qui était pensé au départ, c'est comment sortir tout un domaine, la santé, des processus de marché, et comment organiser cela pour que ça soit géré par les premiers concernés et les professionnels du secteur. Enfin, c'était vraiment c'est vraiment un exemple extrêmement puissant de ce qu'on peut faire en dehors des logiques de marché. Donc, la sécurité sociale de l'alimentation, elle reprend cette idée-là avec l'idée de sortir l'alimentation des processus de marché et de la dégager de l'agro-industrie qui, on le voit, enfin on le sait, nous emmène dans le mur. Bon, et donc toute cette réflexion, on essaye nous de s'y accrocher pour voir comment on pourrait éventuellement l'appliquer au financement des associations. Comment on pourrait redonner du pouvoir aux citoyens sur la redistribution de l'argent pour les associations. Ça, c'est une des pistes. Je poursuis sur les autres pistes ou peut-être que... parce qu'en fait... Ça dépend, parce que Gloria n'a pas encore parlé. Ben oui, je sais, c'est pour ça. Peut-être qu'on peut... C'est toi qui interroges Gloria ? Ouais, c'est moi qui interroge Gloria. Je me permets juste une petite parenthèse. Je voudrais bien savoir dans la salle, je suis content que vous soyez nombreux, moyennement nombreux, mais enfin c'est bien, enfin c'est chouette quand même. Combien y a-t-il de représentants associatifs dans la salle ? Vous êtes élu dans un conseil d'administration.
Ok, donc je crois que j'ai vu 6 mains se lever, c'est bien. Est-ce qu'il y a aussi des entrepreneurs sociaux dans la salle? Merci. Voilà, vous avez eu peur. Bon, alors vas-y, je t'en prie, tu peux. Je suis chef d'entreprise, oui, voilà, moi j'ai monté un média qui travaille sur l'économie sociale et solidaire, et c'est une entreprise, c'est pas une association, c'est comme ça. Alors sur la question de la marchandisation, on voulait inviter Gloria Taoussi, qui est donc du Réseau national des ressourceries et recycleries, qui fait partie de l'Observatoire citoyen de la marchandisation des associations, et pour justement explorer concrètement qu'est-ce que ça veut. Alors déjà, qu'est-ce qu'est une ressourcerie, une recyclerie, et qu'est-ce que c'est que le Réseau national des ressourceries et recycleries, et ensuite, qu'est-ce que c'est pour toi qu'est-ce que c'est que ce processus de marchandisation pour les ressourceries et recycleries? Merci. Oui, donc je vais commencer par revenir un petit peu sur ce qu'est une ressourcerie, puisque donc, vous en avez une à côté de chez vous, mais peut-être que vous n'avez pas forcément en tête toutes les composantes de ce secteur d'activité, en vous racontant aussi une petite histoire, tant qu'à y être, parce que ça va participer à expliquer la question de processus de marchandisation. La première ressourcerie, elle est née dans les années 80, en 1984 pour être exact, dans le Grand Nord, je sais plus, dans les Hauts-de-France, voilà, c'est ça, qui s'appelle la ressourcerie de la Bergerette, les ateliers de la Bergerette. Ouais. Et donc avec une idée, il y avait déjà des acteurs qu'on appelle des acteurs du réemploi solidaire qui existaient. On pense évidemment au Emmaüs. Emmaüs, leur objet social, c'est vraiment la question de redonner, en tout cas de donner de la place aux personnes les plus précarisées de la société, aux personnes sans papier. Donc vraiment sur la dignité humaine, et utilise en fait l'activité de réemploi comme support à cet objet social. La première ressourcerie, elle se fonde avec comme objet social en fait au cœur vraiment cette question du réemploi. C'est-à-dire que on considère en fait dans les ressourceries aujourd'hui qu'on ne donne plus aucune importance, en tout cas pas assez, à la matière, aux objets, qu'on exploite beaucoup trop les ressources naturelles et qu'on pourrait faire totalement autrement. Et que par ailleurs, d'ailleurs, on produit énormément de déchets qui vont en majorité être incinérés ou enfouis. Et donc la ressourcerie, elle s'est vraiment créée sur cette idée de faire prospérer le réemploi. Et donc, elles ont 4 fonctions. Les ressourceries, ça fait vraiment partie de leur ADN. C'est de collecter tous les objets qui sont réemployables, y compris ceux qui sont à faible valeur marchande. Le grille-pain tout cassé qui va nécessiter plusieurs heures de travail, de réparation, de nettoyage, etc., qu'on va vendre 10 € à la fin alors qu'il en vaut 40 en fait en termes de coût de réemploi. On va le faire quand même. Parce que ce qui importe pour les ressourceries, c'est d'abord cette question de développement du réemploi. Donc, de collecter tous les objets, de donc revaloriser ces objets, donc les trier, les nettoyer, les réparer, et puis donc de les remettre en circuit, de les redistribuer. Donc ça passe par la vente à prix solidaire. Ça, c'est vraiment une composante essentielle d'une ressourcerie, mais aussi par le don à des personnes qui ont besoin ou à des associations qui, elles, travaillent avec des personnes, par exemple des personnes sans papier. Et donc, la dernière fonction d'une ressourcerie, et pas des moindres, c'est celle de la sensibilisation. Donc, vraiment, la ressourcerie, elle s'est aussi donnée comme fonction essentielle celle de prôner un autre système que celui de la surconsommation. Donc, ça veut dire que c'est vraiment des lieux un peu schizophrènes qui vont dépendre de la vente, qui vont proposer de la vente, et qui, en même temps, vont parler de sobriété. Et donc, ils vont sensibiliser les gens, en fait, à ces questions-là de déconsommation, finalement. On pense à cette super campagne de l'ADEME qu'on a vue à la télévision l'année dernière ou l'année d'avant encore sur les dévendeurs. En fait, c'est exactement ce qu'on fait dans les ressourceries. En fait, on est des dévendeurs depuis le début. Et puis, c'est aussi en fait des lieux d'éducation populaire très forts parce que cette sensibilisation, elle passe en particulier par des ateliers de réappropriation des savoir-faire. Donc, on va faire de la couture, on va faire de la réparation de vélo, on va apprendre à faire du vélo, on va faire de l'upcycling de meubles. Enfin, vraiment, on va redonner aux gens des savoir-faire qui se sont perdus. Nous, en fait, ce qu'on dit souvent, c'est que les ressourceries, ce sont vraiment des lieux d'écologie populaire.
C'est-à-dire qu'on ne va pas venir confronter les enjeux écologiques et les enjeux sociaux d'un côté. Ça va forcément ensemble. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir un bac +5 pour venir être bénévole dans une ressourcerie. Et puis, quand on rentre dans une ressourcerie, on y arrive en tant que consommateur et beaucoup de gens en ressortent vraiment en tant qu'acteurs. Et ils rentrent par la porte de la consommation et en fait, ils vont finir par se poser tout un tas de questions sur leur propre vie, mais aussi sur leur propre implication sur le territoire, sur globalement des questions de politique publique qu'on a tendance à laisser aux élus et en fait se réapproprier donc des questions de démocratie. C'est aussi des lieux où on fait énormément de liens sociaux. Il y a énormément de gens qui viennent en fait pour le lien social dans les ressourceries, un peu comme dans un café associatif. D'ailleurs, les ressourceries ont souvent des cafés associatifs. Voilà, c'est aussi de hauts lieux de mixité sociale parce que en fait, les ressourceries, c'est des lieux où tout est hyper accessible. Donc, on va se mélanger en fait des personnes qui viennent pour des questions de prix avec des personnes qui viennent pour des questions environnementales. Et ces personnes vont se croiser en fait. Potentiellement, elles vont se parler. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose de très fort dans les ressourceries. Ouais, vas-y. Non, et puis alors, donc, comment ces processus de marchandisation viennent. Enfin, déjà, comment tu entends le processus de marchandisation? Comment tu le décryptes, toi? Et qu'est-ce que ça vient faire sur tous les éléments que tu viens de développer? Et alors, je vais continuer ma petite histoire. Donc, première ressourcerie en 1984. Très vite, il y a plein d'autres ressourceries qui ouvrent. Dans les années 2000, naît le réseau national des ressourceries recycleries avec cette ambition en fait de donner les moyens aux structures d'essaimer un petit peu partout. Donc nous, on fait de l'accompagnement porteur de projet, on fait de la formation, on fait du plaidoyer, de la communication, etc. Et donc voilà, ça essaime un petit peu partout. Au début, on prend un peu pour les ressourceries pour des gros babos. Hein, vraiment, on leur dit c'est bien mignon ce que vous faites, mais en fait, ça va jamais être une solution à la gestion des déchets. Ça va jamais non plus être une solution à la question de la diminution de la consommation. Et pour autant, il y a toujours plus de projets qui ouvrent et ça devient véritablement une solution que les collectivités territoriales ont commencé de plus en plus à prendre en compte, notamment parce qu'il y a eu de plus en plus de réglementations qui sont mises en place, d'objectifs de réemploi qui sont fixés à ce moment-là. Jusqu'aux années 2000, globalement, donc c'est un secteur d'activité sur lequel il n'y a pratiquement que des associations. Et il faut quand même dire, il y a des brocanteurs, il y a des friperies, il y a aussi de l'organisation citoyenne qui se met en place pour faire des donneries, pour faire des petits marchés, etc. Mais ça reste un milieu dans lequel il n'y a pas de concurrence en fait, parce que en fait les brocanteurs, les friperies vont venir chercher vraiment des trucs très très spécifiques que nous, on ne va pas forcément utiliser, on ne se fait pas concurrence. Hein. Clairement, il n'y a pas de question de concurrence. À partir des années 2000, alors qu'il y a de plus en plus de ressourceries et recycleries qui commencent à exister, alors qu'il y a des normes qui sont en train de se mettre en place, il y a un certain nombre de nouveaux acteurs qui débarquent en fait, sur le secteur d'activité du réemploi. Ça commence d'abord par des plateformes en ligne, comme Le Bon Coin, qu'on connaît tous, ou encore Vinted, qui va apparaître un petit peu plus tard dans les années 2010. Ces plateformes-là, en fait, elles commencent ce processus de marchandisation dans lequel vont arriver les structures du réemploi solidaire, puisqu'elles montrent avoir une toute autre manière de faire du réemploi. Et en fait, ce qui va se passer concrètement comme impact pour les ressourceries, c'est que ces entreprises vont avoir un impact très fort sur le geste de don. Parce qu'en fait, les ressourceries vivent du don que viennent faire les gens. Voilà, moi, j'ai plus besoin de ces objets, je vous les donne et ça va permettre le réemploi et la recirculation. Sauf que les dons n'ont pas baissé, mais par contre, la qualité des dons ont drastiquement baissé. C'est pas dû que à l'arrivée de ces acteurs lucratifs, c'est aussi dû au fait que de manière générale, on est rentré en même temps dans l'ère de la fast production, donc avec des objets qui sont de moins en moins bonne qualité, avec de l'obsolescence programmée, donc il y a de moins en moins d'objets de qualité et par ailleurs, le peu d'objets de qualité qu'il y a, on va se retrouver en concurrence là pour le coup avec un certain nombre d'entreprises. Ça, c'est un premier pas vers les logiques de concurrence et donc de facto de marchandisation. Ce qui va en fait surtout nous contraindre dans ces logiques-là,
c'est l'arrivée de tout un tas d'autres entreprises qui vont faire des activités similaires aux nôtres. Et vas-y. Peut-être avant d'arriver, parce que là, tu rentrais sur l'effet Canada Dry ou pas encore? Non, ok. Mais je vais y arriver, t'inquiète pas, sur l'effet Canada Dry. Non, mais parce qu'avant, je voudrais... Mais sur les marchés publics, peut-être aussi, où tu vas y arriver. D'accord. Okay. Ça a eu donc effectivement plusieurs impacts au-delà de la question du don. Ça a eu un impact sur la manière dont les pouvoirs publics ont commencé à nous considérer. C'est-à-dire que jusque-là, on a déjà réussi à se faire reconnaître par les pouvoirs publics, donc on est à peu près dans les années 2000, comme des acteurs un peu nécessaires quand même sur les territoires, et donc à avoir le droit à des subventions, notamment de la subvention de fonctionnement. Ce qui se passe, et ça, ce mouvement, il n'est pas dû que à la concurrence, il est aussi dû à, de toute façon, une logique qui rentre dans le pouvoir public, c'est celle du New Public Management. Donc Marianne a un petit peu parlé de la question de l'impact en fait du droit européen et de la vision européenne sur la manière dont on va finir par considérer les associations. Ce qui vient aussi du droit, qui vient aussi de l'Europe et qui s'est implanté dans nos manières de faire au plus haut sommet de l'État jusqu'aux collectivités territoriales, c'est vraiment cette manière de faire qu'on appelle le New Public Management, qui est vraiment l'idée en fait de reprendre les codes effectivement du privé dans la manière de gérer les politiques publiques. Et ça passe notamment par le fait de chercher la rentabilité, par le fait de mettre en concurrence. Ça permettrait évidemment de trouver ceux qui sont le plus efficaces, le plus efficients. Et donc cette logique-là, en fait, qui se tourne de plus en plus donc vers le New Public Management du côté de l'État, couplée en fait à cette concurrence qui nous arrive de l'autre côté d'entreprises sur notre secteur d'activité, va engendrer le fait que deux logiques de subvention de fonctionnement, parce qu'on croit en notre projet associatif, on va doucement mais sûrement bifurquer vers des logiques de marché. C'est-à-dire que nous, donc on a un observatoire au Réseau national des ressourceries qui nous permet de prendre la température de ce qui se passe comme changement au sein de notre secteur. Et on a constaté que les subventions sont de plus en plus remplacées par de la commande publique, par des marchés publics. La grande différence en fait entre une subvention et un marché public, c'est que la subvention, c'est une mobilisation citoyenne qui va créer un projet citoyen, qui va rentrer dans une politique publique générale de la collectivité territoriale. Et donc, c'est les citoyens qui vont interpeller le pouvoir public en disant voilà, on a tel projet, on pense que ça rentre dans votre politique publique générale, et donc on aimerait que vous nous souteniez. Et la collectivité va le soutenir parce qu'elle considère l'association comme un partenaire, comme un tiers acteur des politiques publiques. Tandis que dans une logique de marché public, on est dans une logique complètement descendante. C'est-à-dire que la collectivité va estimer qu'elle a un besoin, qu'elle estime toute seule, et puis va faire un cahier des charges dans lequel elle va mettre en concurrence pour trouver l'acteur qui permettra le mieux de répondre à ce besoin. Et donc, nous, on est obligés de se conformer à ça. Tant pis si ça lorgne sur le projet associatif de la ressourcerie. Donc ça, effectivement, c'est une autre composante de cette marchandisation que vivent les ressourceries et de manière générale les associations. Et moi, je veux bien que tu nous dises aussi comment le fait de rentrer, donc de rentrer dans ces logiques de marché public, comme l'ont fait certains acteurs du réemploi, ou si on prend l'exemple d'Envie, comment le fait de rentrer dans ces marchés publics peut finalement être très très délétère pour les associations, parce que en concurrence avec des acteurs privés, elles sont souvent moins bien outillées pour répondre à ces marchés publics. Alors, avant de rentrer sur le cas d'Envie, peut-être pour parler concrètement de l'impact en fait des marchés publics sur les associations. Ce que ça fait concrètement, je l'ai plus ou moins déjà dit là, c'est que ça va déplacer le curseur du projet. C'est-à-dire qu'on va chercher à rentrer dans la case prévue par le pouvoir public, et donc on n'est plus dans la case de notre projet associatif initial. Et donc, de manière très concrète, pour une ressourcerie, je vous ai expliqué les différentes missions. Vous avez normalement un peu compris ce qui se passe dans une ressourcerie. En fait, quand on est sur un marché public, on va aller sur de la gestion de déchetterie, sur de la collecte
en porte-à-porte, de meubles, par exemple. C'est bien, c'est utile. Mais en fait, c'est pas notre projet associatif de base. Et donc, si on met de la force là-dessus, ça veut dire qu'on met moins de force ailleurs. Et du coup, forcément, ça a aussi un impact sur les différentes personnes qui s'engagent à l'intérieur d'une ressourcerie. Donc, par exemple, les bénévoles, ça a tendance à énormément les démobiliser. Parce que, en fait, faire des ateliers de sensibilisation avec des enfants dans la ressourcerie pour leur expliquer en fait, tout ce qu'ils peuvent faire avec un vélo, ça, c'est chambé. Par contre, aller faire de la collecte en porte-à-porte dans un camtar, c'est vraiment beaucoup moins sympa. Et d'ailleurs, de toute façon, les bénévoles ne sont pas amenés à le faire parce que c'est hyper réglementé, donc c'est que des salariés qui peuvent le faire. Bref, donc ça va avoir vraiment un impact sur le projet associatif. La deuxième chose, c'est que ça va avoir un impact aussi sur qui va pouvoir toucher ce marché public ou pas. Parce qu'en fait, pour répondre à ces logiques-là de concurrence, que ce soit d'ailleurs un marché public ou en appel à projet, parce que c'est exactement la même chose en appel à projet. C'est juste entre associations. Mais en soi, c'est tout aussi délétère. Il n'y a que les grosses associations, les associations qui sont professionnalisées, qui ont des compétences en communication, qui ont des salariés dédiés à la réponse aux appels d'offres, qui peuvent se permettre en fait de toucher cet argent. Et toutes les autres qui sont des petites et surtout des moyennes associations, parce qu'en fait les petites associations, la plupart du temps, ont des tout petits budgets, fonctionnent avec beaucoup de bénévoles et globalement s'en sortent. Le plus gros, en fait, qui va être touché, c'est les moyennes associations. Ça représente le 3/4 de nos structures les ressourceries, c'est des moyennes associations. Elles n'ont pas les moyens de répondre à ça et donc, en fait, juste, elles meurent parce qu'elles n'ont plus de soutien public. Puis parce que je ne l'ai pas dit, mais un truc assez important aussi pour une ressourcerie, quelque chose qu'on répète assez souvent, c'est que donc il y a plusieurs types de modèles économiques de ressourcerie. Et globalement, aucune n'a une capacité d'avoir un modèle économique 100% autonome, 100% rentable. En gros, il y a deux modèles. Le modèle de celles qui sont ce qu'on appelle qui travaillent dans l'insertion par l'activité économique, donc qui en fait ont pour objet social d'abord d'accueillir des personnes qui sont dites éloignées de l'emploi. Donc ce sont des personnes assez marginalisées dans la société. Et donc elles vont utiliser le réemploi comme une activité support à la réinsertion de ces personnes dans la société. Donc il va y avoir énormément de temps d'accompagnement de ces personnes à l'intérieur du projet. Elles n'ont pas le droit de dépasser 30% d'autofinancement. Donc la question de la rentabilité, normalement, ne se pose pas. Et par ailleurs, l'autre modèle pour les ressourceries, et ça c'est pour le coup le modèle qui devient le plus dominant, c'est celui que nous on appelle d'emploi pérenne, parce qu'en fait elles créent des emplois locaux sur les territoires, en CDI, etc. Mais par ailleurs, en fait, qui sont des modèles bénévoles, qui fonctionnent énormément au bénévolat. Ces modèles-là, elles ont beaucoup moins de subventions que les autres, parce que du coup les autres, elles ont beaucoup de subventions étatiques sur ces questions d'emploi. Ces modèles-là bénévoles, en fait, sont à entre 60 et 80% d'autofinancement. Très rares sont celles qui atteignent les 90-99% d'autofinancement. Pourquoi ? Tout simplement parce que si on réemploie tous les objets, y compris ceux qui ont peu de valeur marchande, qu'on prend le temps de les réparer, qu'on prend le temps de faire de la sensibilisation, qu'on vend à prix solidaire, on ne peut pas faire tout ça tout en cherchant la rentabilité. Par contre, on crée des tas d'externalités positives sur le territoire, on permet de faire des économies aux gens, on fait des économies à la collectivité territoriale, et tout ça, c'est de l'argent qu'on crée en fait sur le territoire. Mais on a besoin du coup de soutien pour pouvoir continuer à faire ces activités. Donc vraiment, cette question de la subvention, elle est au cœur des besoins aujourd'hui des ressourceries, et cette marchandisation du secteur, elle se joue particulièrement à cet endroit-là. Juste petite question, Gloria, quand tu dis les moyennes associations sont les plus en danger, quel est le calibrage de la moyenne association, soit en nombre d'employés, soit en chiffre d'affaires ? Qu'est-ce que c'est pour toi qu'une moyenne association en ressourcerie ? Alors, la moyenne association dans une ressourcerie, parce que par ailleurs, c'est une activité très consommatrice d'argent, parce qu'il y a besoin de beaucoup de foncier. On estime qu'il y a besoin de minimum 600 mètres carrés si on veut faire les 4 fonctions d'une ressourcerie. C'est beaucoup. Et en vrai, une ressourcerie qui marche bien, elle est plutôt sur 2000 mètres carrés. Du coup, ça nécessite aussi beaucoup d'investissement en termes de matériel, etc. Donc bref, et de salariés. Donc ce sont des associations qui ont des budgets globalement assez conséquents. Une moyenne association, donc dans une ressourcerie, c'est une association avec un budget qui tourne aux alentours de 200 000 euros, avec environ 5 salariés et plus d'une cinquantaine de bénévoles. Voilà, ça c'est une moyenne association. On n'a pas une ressourcerie. Voilà. Et juste pour prolonger, on voit dans le paysage associatif qui est porté par Viviane Tchernonog et qui revient tous les
5 ans, je crois, qu'elle observe la même chose sur tout le secteur associatif, c'est-à-dire un secteur associatif extrêmement dynamique avec plein de petites associations qui se créent tous les jours, parce qu'on est extrêmement, je crois que c'est 60 000 associations qui se créent par année ou quelque chose comme ça, et donc c'est énorme. Des très grosses associations, parce qu'en fait, ce contexte concurrentiel qu'on vous décrit là, il pousse les associations à fusionner, à se regrouper, et on a l'apparition de mastodontes comme le groupe SOS, qui est figure de proue de l'entrepreneuriat social, non seulement en France, mais en Europe, et qui porte fort cette vision de l'entrepreneuriat social dont je vous ai parlé tout à l'heure, puisqu'un des livres de Jean-Marc Borello, qui est le patron du groupe SOS, c'est « L'entreprise doit changer le monde ». Donc on est vraiment dans cette vision-là. Et donc on est vraiment dans ce paysage associatif où on a un secteur extrêmement dynamique, mais de petites associations, souvent bénévoles et sans employés, sans salariés, pardon, et puis des très très grosses associations. Et effectivement, elle observe la disparition, nous on dit de la biodiversité associative, mais la disparition de toutes ces catégories moyennes en fait. Donc ça pose vraiment une question de démocratie, parce que cette question-là, elle est aussi liée à la capacité des citoyens de s'organiser pour interpeller et les pouvoirs publics et les entreprises et rendre visibles des problématiques oubliées, rendre visibles des non-respects de droits. Enfin, c'est de cela dont on parle. Et donc la fragilisation de ce tissu, il participe en fait de la fragilité de notre démocratie. Et c'est pour ça que je vous invite, j'ai amené 2 rapports du Conseil économique, social et environnemental, qui est la 3e chambre de l'État, qui a sorti un rapport en mai dernier, qui s'appelle « Renforcer le financement des associations, une urgence démocratique » et qui reprend effectivement ces décryptages des processus de marchandisation pour appeler à venir soutenir avec de l'argent public et augmenter fortement l'argent public, justement pour redonner du souffle à notre démocratie et pour faire face aussi à la montée des valeurs d'extrême droite. Parce que ce qu'on observe quand même, c'est que cette marchandisation, finalement, ce qu'elle vient aussi faire, c'est qu'elle dépolitise, elle, au sens pas partisan, mais au sens capacité à participer à la vie de la cité des associations et des citoyens. Donc c'est de ça dont on parle. C'est pas simplement des processus dont on peut passer à côté et puis pas trop faire attention. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au collectif des associations citoyennes, on appelle ces derniers temps à des soulèvements associatifs pour rendre visible l'importance des associations dans notre démocratie. Alors je comptais te tendre la perche à la fin sur les soulèvements associatifs, mais il faudra, c'est sûr. Je précise juste que les ouvrages que tu as apportés sont à participation libre, c'est ça ? Voilà. Alors, il y a 2 livres qui ont des prix fixes, là, les 2 petits livres du début. Le rapport CESE, vous pouvez l'emporter, et emportez-le s'il vous plaît, parce que je ne veux pas le ramener. Et j'ai amené aussi des rapports qui sont, eux, à prix libre. Voilà. Je reviens sur le groupe SOS parce que ça va nous permettre d'arriver sur un point que tu veux aborder. Le groupe SOS est un groupe qui prône le développement de l'entrepreneuriat social, comme Ashoka dont tu parlais tout à l'heure, mais qui inclut aussi en son sein beaucoup d'associations et qui parfois sauve des associations de la faillite. Je pense que ça mérite d'être signalé. Et donc j'en viens au point que tu veux aborder qui est l'effet Canada Dry. Mais qu'est-ce que c'est que l'effet Canada Dry, Marianne ? Bon, alors je repars sur le groupe SOS. Effectivement, c'est donc la locomotive de l'entrepreneuriat social en France. Et effectivement, derrière ce terme d'entrepreneuriat social, en fait, l'entrepreneuriat social, ça n'existe pas. Il n'y a pas de statut juridique qui désigne l'entrepreneuriat social. C'est tout un ensemble de statuts possibles, dont une grande majorité d'associations, effectivement. Mais c'est bien ça le problème, c'est que pourquoi on utilise ce terme d'entrepreneuriat social si en fait derrière ce terme c'est effectivement une grande majorité d'associations. C'est bien que on donne une autre visée politique
à ce terme d'entrepreneuriat social avec cette idée d'utiliser les outils de l'entreprise privée lucrative pour résoudre des problèmes, donner une solution à un problème. C'est un peu cette vision-là qu'on essaye de décrypter dans nos rapports. Et effectivement, tu as raison, le groupe SOS sauve des associations. C'est-à-dire que effectivement, il y a plein d'associations qui vont voir le groupe SOS parce qu'ils ont des difficultés, soit de gouvernance, soit de trésorerie, et que effectivement, ils sont au bord de la faillite. Alors, qu'est-ce que fait le groupe SOS dans ces cas-là ? Il n'achète pas des associations. C'est pas souvent on dit le groupe SOS rachète des associations, c'est pas ce qu'il fait. Il fait un audit en fait sur 6 à 12 mois. Il audite l'association. Il regarde ce qui est vivable économiquement en son sein sur ces 6 à 12 mois. Il rejette beaucoup d'associations qui ne sont plus économiquement viables, de quelque manière que ce soit. Donc, ils n'absorbent pas toutes les associations qui viennent les voir. C'est ça, ils font un audit long. Et une fois qu'ils ont considéré que l'association pouvait rentrer au sein du groupe SOS, ils font ce qu'on appelle un système de filialisation. C'est-à-dire qu'ils définissent avec le CA de l'association et la gouvernance de l'association, ils définissent un plan d'économie, un business plan, on va dire, pour sauver l'association. Comme tu le dis. Donc pour sauver l'association, ils définissent, je sais pas, bon voilà, il y a peut-être un appel d'offres ou un appel au projet qui va ouvrir sur tel sujet, on va se placer là-dessus, ça va nous permettre de sauver l'association et on va pouvoir continuer. Une fois que ce plan il est acté, ils signent ensemble le plan et le CA l'adopte, et une fois qu'il est adopté, le CA démissionne. Le CA démissionne et il est remplacé par le pôle du groupe SOS qui correspond à l'activité de l'association. Donc, c'est-à-dire que l'association perd sa direction, son CA, et est passé directement sous le pôle du groupe SOS. Donc, il perd entièrement la démocratie interne. Et forcément, enfin, je veux dire, puisque l'idée c'est de le rentrer dans des cases qui sont viables économiquement, forcément son projet change. Et donc c'est bien le problème. Et là encore, il est question de démocratie. C'est-à-dire que l'association perd toute capacité à définir son propre projet associatif. Donc pour nous, ça pose un énorme problème, puisque aujourd'hui, quand même, le groupe SOS, c'est tout le champ associatif de la naissance jusqu'à la mort et en passant par tous les champs possibles, la culture, le social, l'éducation populaire même, je crois, l'écologie maintenant. Il y a un très bon article dans le Monde diplomatique du mois de mai sur les marais de Vigaro. Bon, bref, il y a un très bon article sur un exemple de ce que fait l'entrée dans le groupe SOS à une association qui travaille sur le domaine de l'écologie. Donc, je vous invite à le lire. D'ailleurs, il y a un autre article sur le groupe SOS qui est aussi très intéressant dans le Monde Diplo. Il y en a 2. Voilà. Donc, c'est vraiment un problème de démocratie. Bon, alors pour revenir sur l'histoire de Canada. Parle-nous du concept, de ton concept de Canada Dry, et puis après on repassera la parole à Gloria pour parler de la fiscalité des associations, et ensuite on vous passera le micro quand même. D'accord. Que vous puissiez poser des questions. Je ne sais pas du tout quelle heure il est. Donc, pour aller très très vite, tout cet écosystème de l'entrepreneuriat social a facilité l'arrivée en France dans les années 2010 d'un nouveau type de financement qui s'appelle l'investissement à impact. C'est l'idée qu'on peut désormais faire du bien tout en faisant du profit. L'investissement à impact, c'est vraiment cette idée-là qui vient des États-Unis, que on peut investir dans des entreprises ou des associations, c'est égal d'ailleurs, en faisant à la fois de l'impact, en mesurant à la fois l'impact social et écologique ou social et écologique des associations ou entreprises, et en même temps en faisant du profit. Donc ce modèle-là est en train de prendre beaucoup d'ampleur, pas seulement en France, à l'étranger aussi. J'avais amené d'ailleurs le chiffre. Bon, bref, je crois que c'est 1500 milliards de dollars au niveau mondial aujourd'hui, l'investissement à impact. Et donc,
il y a tout un écosystème financier qui se met en place, donc avec ce récit que finalement la planète et la pauvreté, les problèmes écologiques et la pauvreté vont être résolus avec de la bonne gestion, des mécanismes financiers, souvent appuyés sur des solutions techniques, du technosolutionnisme. C'est souvent un mélange de tout ça. Et donc cet investissement, ces nouveaux mécanismes financiers, on voit apparaître des fonds à impact, des investisseurs à impact. Et ce qu'on a appelé l'effet Canada Dry, j'y viens enfin, c'est que en fait, sur des secteurs qui étaient jusque-là portés par des associations, notamment les ressourceries et recycleries, mais aussi les épiceries sociales et solidaires, mais aussi tout ce qui concerne la revitalisation des zones rurales, des petits villages, mais aussi, par exemple, le logement d'insertion. Ces secteurs qui étaient portés par des acteurs associatifs un peu historiques, enfin qui sont là depuis très longtemps, voient arriver des nouveaux acteurs qui ont l'air d'être des associations, et c'est pour ça je pense que Canada Dry ça parle à tout le monde, parce que sinon je peux faire un petit mais, qui ont l'air d'être des associations, qui ont les mots des associations. Alors voilà, donc Canada Dry c'était une pub dans les années 80 sur une boisson qui avait le goût et la couleur de l'alcool, mais ce n'était pas de l'alcool. Voilà, c'est ça le Canada Dry. Et donc, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, il y a des structures, des startups à impact, des entreprises à mission qui ont le goût et la vitrine des pratiques associatives et des mots associatifs, mais qui ne sont pas à visée non lucrative, qui sont à visée lucrative, et c'est bien ça toute la différence. Et là, justement, je me tourne vers Gloria, puisque elle est directement concernés, enfin les ressourceries et recycleries sont directement concernés par l'arrivée de ces nouveaux acteurs. Et je ferai le lien avec la question de fiscalité puisque c'est très lié. Dans tout ce qui s'est passé sur cette galaxie d'acteurs lucratifs qu'on a vu arriver sur le secteur du réemploi, il y a eu l'arrivée des startups qui quand même marquent un certain tournant parce qu'effectivement, ils tentent aussi bien que possible de faire comme s'ils étaient des nôtres. Sauf qu'on n'a pas les mêmes moyens et on ne fait pas la même chose. Et en l'occurrence, il y en a une qui nous a un peu affolés dernièrement, qui s'appelle Give. Alors, Give, c'est une GEEV. C'est une start-up qui s'est montée avec pour projet de créer une plateforme en ligne où les gens peuvent donner les objets dont ils veulent plus et d'autres gens peuvent venir récupérer les objets des gens qui donnent. Voilà. Super sympa, super simple à comprendre. Effectivement, il est allé sur un secteur d'activité. Je dis il parce que du coup, le fondateur de Give, c'est vraiment l'exemple typique du start-upper. C'est un jeune homme très charmant qui a une super idée après un grand voyage au Canada et qui s'est rendu compte que vraiment là, il y avait un vide et qu'il fallait le remplir, un problème, une solution. Voilà. Et qui a donc créé Give et donc Give, pour faire fonctionner son modèle économique, commence déjà par lever des millions d'euros pour investir sur le projet, ce qu'on n'est pas en capacité de faire. Et puis va rentabiliser son modèle économique. C'est rare chez les startups qu'elles arrivent à rentabiliser leur modèle économique. En gros, ça fonctionne sur la base d'un abonnement. Voilà, on s'abonne à Give. Ça nous fait une espèce de monnaie virtuelle qu'ils appellent les bananes. Et en fait, on peut adopter, on va dire, un objet sur Give sans avoir des bananes. Mais si on n'a pas de bananes, on peut pas en avoir beaucoup et surtout, on n'aura pas les meilleurs objets qui seront en premium pour ceux qui ont payé des bananes, etc. Enfin, voilà. Le problème avec Give, c'est qu'ils utilisent vraiment tous nos codes. C'est-à-dire que ils parlent du don. Voilà, c'est de la mise en relation entre les gens, c'est du don, c'est du coup du lien entre les gens qui vont se rencontrer, c'est du local, parce que du coup les objets ils sortent pas comme le fait Vinted, parce que pour le coup Vinted c'est vraiment le contre-exemple de la start-up où là on n'a aucun problème à dire que tout ce qu'ils font c'est pourri et ça ne ressemble vraiment pas.
C'est vraiment de la turbo-consommation, Vinted. C'est-à-dire que vraiment, ça pousse à la consommation encore plus que peut faire Shein. Enfin, c'est démentiel. Bref, mais pour revenir sur Give, donc voilà, ils jouent vraiment sur tout ça. Ils n'ont même pas besoin de faire énormément de publicité parce que ça marche tellement bien leur truc que les gens, ils en parlent. Voilà, c'est ça leur modèle. Donc, ils mettent très peu d'argent sur la publicité. Donc, c'est ça qui leur a permis aussi d'atteindre la stabilisation de leur modèle économique, la rentabilité. Et puis Give, là, ils se sont dit, on va pas s'arrêter là, parce que maintenant qu'on a atteint la rentabilité, on va faire d'autres trucs. Donc, du coup, là, ils ont créé un Give Shop. Donc, vraiment, c'est-à-dire que là, ils sont même plus une plateforme en ligne, ils ont créé un magasin Give dans lequel les gens viennent donner et viennent récupérer des objets. À Toulouse, là où sont implantées beaucoup de ressourceries. Donc là, on a bugué. Et puis on s'est dit, non mais en fait, qu'est-ce qu'on a de différent finalement avec Give beaucoup de choses. Beaucoup de choses très concrètes. Par exemple, Give ne crée absolument pas d'emplois locaux. Give ne participe absolument pas à changer les comportements des gens. Ils n'ont pas d'objectif de sensibilisation du public qui vient. Même si effectivement, ça va créer du lien social, le fait qu'il y ait des contacts entre les gens, c'est pas non plus quelque chose qui travaille. Dans une ressourcerie, pour le coup, c'est quelque chose qu'on constate et qu'on travaille. On crée des espaces pour pouvoir le faire. Et donc ça, c'est les choses très concrètes. Mais par ailleurs, ce qu'il y a de très différent en fait entre Give et nous, c'est la question de la lucrativité. C'est-à-dire que dans le projet de Give, il y a l'objectif de profit. Il y a des investisseurs qui ont mis des millions d'euros dessus, qui veulent récupérer leur argent et qui veulent qu'il y ait toujours plus d'argent derrière. Donc forcément, tout ça, ça peut se faire que au détriment de l'utilité sociale et environnementale du projet. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas en leur sein, en leur base, des questions profondément solidaires, de protection de l'environnement, etc. Non, ils ont la question du profit au centre. Et à côté, il y a des trucs qui tournent. Ce qui est complètement l'inverse d'une association qui a en son centre les questions d'utilité sociale et environnementale et dont tournent à côté les questions de rentabilité pour pouvoir soutenir en fait cette base-là. Et donc, ce qui m'amène à la question plus large de la question de qu'est-ce que ça veut dire en fait la non-lucrativité et d'un des autres impacts en fait que va avoir l'arrivée d'acteurs lucratifs sur notre secteur d'activité, c'est la question de la remise en cause de notre non-lucrativité. Parce qu'ils prennent tellement nos codes, ces entreprises, que ça finit par vraiment complètement biaiser notre communication, parce que par ailleurs ils ont une force de frappe énorme, et par enfumer tout le monde. Tout le monde se dit, en fait, c'est la même chose. Give et une ressourcerie, c'est exactement la même chose. Et en particulier, les premiers qui se le disent, c'est les pouvoirs publics. Donc, avec ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec les questions donc, on a parlé de transformation de la subvention marché public. On aurait pu aussi parler de la question, en fait, de nous pousser à la rentabilité. Donc, puisqu'il y a des entreprises qui sont rentables, soyez rentables. En fait, chercher à plus d'autofinancement. Et plus on cherche à l'autofinancement, et plus on se décroche de notre projet associatif, et ça se fait au détriment des bénéficiaires. Et par ailleurs, donc, il y a cette vision-là du pouvoir public qui va se dire, mais en fait, puisqu'il y a des acteurs lucratifs, est-ce qu'on peut toujours considérer que vous êtes non lucratif ? Tu veux dire quelque chose ? En fait, j'ai une question parce qu'il me manque une brique de compréhension dans ton explication. C'est comment des investisseurs mettent des millions dans Give, dont le business est de faire du don. Comment Give gagne de l'argent ? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est cette histoire d'abonnement avec les bananes, là, tout ça. En fait, on paye de l'argent pour avoir des bananes. Voilà. Et il n'y a pas de défiscalisation des dons. Alors, je pense qu'ils font de la défiscalisation de dons par ailleurs sur d'autres sujets. Mais là, en l'occurrence, les dons qui sont mis sur la plateforme, c'est pas, ça ne crée pas de la défiscalisation. Non, leur modèle économique, il est vraiment basé sur cette histoire de bananes. Voilà. Parce que je me demande s'il y a une page Facebook. Sur la page Facebook, je me demande s'il y a eu... Je crois pas qu'il faille payer. Alors là, c'est autre chose. C'est pas Give qui le contrôle, à mon avis, la plateforme. L'autre chose aussi qui rentre dans leur modèle économique, c'est la publicité sur leur plateforme. C'est-à-dire qu'ils font de la publicité pour du neuf, par exemple. À l'intérieur même de la plateforme, on a de la publicité qui passe. Il y a aussi...
Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est que le nouvel or aujourd'hui, c'est quand même les données, et que tous ces acteurs travaillent aussi beaucoup sur la question de la donnée, et que ça récupère énormément de données. Donc ça pose plein de questions. Mais cette question de la donnée, elle est centrale dans ces modèles économiques. Parce que, alors au-delà de Give, ces modèles économiques, ils fonctionnent aussi dans les cas de l'investissement impact sur la mesure de l'impact social. Et ça, c'est aussi énormément de remontée de données, de savoir quel est l'impact et comment on monétarise un effet, comment on monétarise une action A qui fait un effet B, toutes choses égales par ailleurs. Pour monétariser les choses, il faut réussir à dégager ça, et donc il faut énormément de données pour y arriver. Donc c'est aussi des modèles qui sont énormément basés sur la donnée. Je ne sais pas pour Give, mais en tout cas pour d'autres types d'investissements à impact, la donnée est centrale. C'est fort probable. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails des autres choses qui font que le modèle économique de Give marche, parce que ça nécessite un petit peu plus de temps pour vous expliquer toute la complexité des enjeux sur le secteur du déchet, avec des acteurs extrêmement sombres qui s'appellent les éco-organismes, et dont je ne rentrerai pas dans les détails. Mais oui. Et de la fiscalisation, voilà. Donc j'y venais. Donc cette question de la remise en cause de la non-lucrativité, il faut savoir en fait que les associations, il n'y a pas de définition de la non-lucrativité dans la loi. Il y a une définition par l'administration fiscale de ce qu'est la non-lucrativité en France. Donc en fait, on a considéré dans les années 70-80, il me semble, que en fait on pouvait pas en fait mettre les associations sur au même niveau que les entreprises, parce qu'elles ne participaient pas au marché, en fait. Elles sont en dehors du marché. On a considéré qu'elles étaient en dehors du marché. Il y a une présomption de non-lucrativité qui pèse sur toutes les associations et qui, de fait, leur octroie un certain nombre de droits. Le droit, par exemple, d'être exonéré des impôts commerciaux. Donc, quand on parle d'impôts commerciaux, on parle des impôts sur les sociétés, on parle aussi de la TVA, qui est un impôt très important quand même pour une structure notamment qui fait de la vente. Et puis, elles ont aussi le droit au mécénat. Voilà, ça, c'est un peu la pierre quand on est reconnu d'utilité publique. On a le droit de toucher au mécénat, c'est-à-dire de recevoir des dons en nature ou en argent de la part d'entreprises, de la part de personnes, de monsieur et madame tout le monde. Et ça, voilà, c'est vraiment des droits qui sont octroyés aux associations. Mais comme je le dis, c'est une présomption. Donc, ce que ça veut dire, c'est que à tout moment, l'administration fiscale s'octroie la possibilité de retirer cette présomption de lucrativité et de considérer que telle association, elle a une activité qui est lucrative, et donc elle va se faire fiscaliser. Donc elle va devoir se mettre à payer les impôts commerciaux, dont par exemple la TVA, qui est un vrai enjeu, un vrai problème pour les ressourceries, mais aussi pour les cafés associatifs. En fait, à partir du moment où on fait de la vente, c'est un vrai enjeu. Et par ailleurs, on n'aura évidemment pas le droit au mécénat, parce qu'il faut être considéré comme non lucratif pour pouvoir avoir accès au mécénat. Donc, à quel moment est-ce que l'administration fiscale finit par considérer en fait qu'une activité associative finit par rentrer dans le marché de la concurrence, dans le grand marché de la concurrence, et donc est lucrative? Et la première chose, c'est qu'elle va regarder s'il y a une gestion désintéressée. Donc, ça veut dire, est-ce qu'on a un conseil d'administration qui fait ça pour les autres et pas pour soi-même? Ça, c'est la première brique. On va considérer qu'elle est atteinte. La deuxième chose, c'est qu'elle va regarder si dans le coin, il y a des structures entrepreneuriales qui ont une activité similaire, qui est pratiquée dans les mêmes conditions que l'association. Et ça, elle va le faire au travers d'un faisceau indiciel que je vous épargne parce qu'il est complexe, mais qui, en fait, va être basé sur une analyse de est-ce que vous faites à peu près les mêmes activités. Et donc, à partir du moment où on a des entreprises qui prétendent faire exactement la même chose que nous, on va avoir extrêmement du mal à démontrer que c'est pas vrai, qu'en fait non, on fait pas la même chose, qu'on n'a pas les mêmes utilités, que notre projet il n'est pas vers le profit, mais vers l'utilité sociale et environnementale de nos actions. C'est extrêmement compliqué. Et donc ça, c'est l'une des grandes conséquences effectivement de l'arrivée de ces acteurs lucratifs sur notre secteur d'activité, c'est que ça a engendré une fiscalisation d'un certain nombre de nos structures. Et pour l'instant, on n'est encore pas dans l'œil du cyclone, c'est-à-dire que c'est pas toutes nos ressourceries qui sont, c'est une minorité. Mais on a vu, par ailleurs, sur d'autres secteurs d'activité, et je pense notamment au médico-social, qui en fait ont complètement basculé dans la fiscalité,
parce que il est arrivé des grosses entreprises, on pense à Orpea notamment, qui les ont mis en difficulté. Ils ont cherché plus de rentabilité. L'administration fiscale est venue fouiller à l'intérieur et a commencé à fiscaliser. Elle en a fiscalisé 1, 2, 3, 4. Et puis arrivé à la 15e, 20e, tout le secteur est tombé. Tout le secteur s'est fait fiscaliser. Et donc, des centaines d'associations sont mortes comme ça. Et donc ça, c'est un vrai danger pour les associations, cette question de la fiscalisation. Moi, si je prends un exemple que vous connaissez bien, qui est celui de notre café associatif, notre concurrent le plus direct, c'est le café brasserie en face du métro. Enfin voilà, il y en a plein en fait des concurrents. Même si on fait pas la même chose, même si on n'a pas le même public, même si on n'a pas les mêmes intentions, même si on a un conseil d'administration désintéressé, on a quand même des concurrents. Et il existe aussi à Paris des cafés privés qui ressemblent à des cafés associatifs, mais qui sont privés. Je pense c'est même des copains. Le Social Bar qui se trouve à Gare de Lyon, il y avait un café, le Super Café dans le 20e arrondissement, mais dont j'ai appris qu'il avait fermé. Qui sont les tiers-lieux. Les tiers-lieux parisiens. Mais qui souvent sont sous gestion associative. Ah bah, la recyclerie, par exemple. La recyclerie tous ces est en train de fermer. Ils sont en train de fermer parce que leur modèle économique est un petit peu complexe malgré le fait que ce soit des entreprises. Mais c'est pas géré par une association. Alors, je pose la question comme ça, parce qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Nous, au Moulin à Café, on se dit, tiens, et si on demandait la reconnaissance d'intérêt général pour pouvoir recourir au mécénat de compétences? Concrètement, ça voudrait dire qu'on pourrait récupérer du personnel, au moins une personne, offerte, prêtée par une entreprise, sans qu'on paye cette personne-là. Elle restera payée par l'entreprise. Pourquoi l'entreprise ferait ça? Parce qu'au titre du mécénat de compétences, elle peut, elle, défiscaliser le prêt de personnel. Donc l'entreprise y trouve son intérêt. Nous, on y trouverait notre intérêt aussi, parce qu'on aurait une personne en plus qui aurait sûrement plein de compétences. Sauf que pour obtenir ça, il faut qu'on demande aux impôts ce qu'on appelle le rescrit fiscal. Ce que nous n'avons pas fait depuis 20 ans, mais on se demande si on aurait intérêt à le faire. A-t-on intérêt à le faire? Alors, donc le rescrit fiscal, c'est vraiment le document de l'administration fiscale qui rend son avis, qui est obligatoire. Enfin, il n'est pas obligatoire de le demander, mais une fois qu'il l'a donné, vous devez le respecter. Qui rend une décision, donc en fait plutôt, disant si vous êtes non lucratif ou lucratif. Et si l'administration fiscale estime que vous êtes lucratif, alors vous êtes assujetti aux impôts commerciaux, pas forcément tous, celui qui en tout cas décide de l'administration fiscale, et surtout vous n'allez pas pouvoir toucher le mécénat, parce qu'il faut vraiment voir ça comme une pyramide. C'est-à-dire que vraiment d'abord il y a la brique reconnaissance de la non-lucrativité, et par-dessus cette brique il y a la reconnaissance d'utilité publique de la structure, qui d'avoir accès. On parle d'utilité publique pour les associations, parce que le pouvoir public n'a pas voulu parler d'intérêt général. Bon, ça ne se partage pas à l'intérêt général, c'est uniquement pour le pouvoir public. Les associations font de l'utilité publique. Mais c'est la même chose, ça veut dire la même chose. Donc cette reconnaissance-là, donc c'est encore autre chose. C'est vraiment, en plus d'être non lucratif, vous êtes reconnu d'utilité publique et donc vous avez le droit de faire du mécénat. Donc nous, notre mot d'ordre au réseau des ressourceries, c'est de dire ne demandez surtout pas de rescrit fiscal. Parce qu'en fait, on considère que, encore une fois, c'est une présomption de non-lucrativité. Et donc, vous pouvez considérer que votre activité, elle est non lucrative tout seul. Vous n'avez pas besoin de l'administration fiscale pour pouvoir le faire. Donc, vous pouvez ne pas payer les impôts commerciaux parce que vous considérez que vous êtes non lucratif. Vous pouvez avoir du mécénat, mais seulement si l'entreprise accepte de ne pas défiscaliser le don qu'elle va faire. Parce que, en l'occurrence, si c'est le cas, il faut un rescrit fiscal de l'administration qui dit bien que vous êtes non lucratif et que vous êtes reconnu d'utilité publique. Et dans ce cas-là, si on a vraiment besoin d'avoir accès au mécénat, alors il va falloir faire un énorme travail potentiellement de restructuration des activités, mais surtout de plaidoyer, de plaidoyer technique dans les éléments de langage qu'on va utiliser notamment pour présenter nos activités, potentiellement aussi d'études de l'utilité sociale et environnementale, c'est-à-dire pour prouver en fait ce que vous faites, pour prouver que vous êtes différent d'une entreprise, pour pouvoir changer, puisque du coup là, de fait, vous êtes déjà fiscalisé. Et donc, il faudrait déjà passer ce premier cap d'être plus reconnu comme fiscalisé. Donc, il faut prouver que votre activité aussi, elle a changé entre-temps. Et si on fait la démarche, on demande le rescrit fiscal et qu'on ne l'obtient pas, on nous le refuse, qu'est-ce qu'on risque? Étant donné que vous êtes déjà fiscalisé, vous ne risquez pas grand-chose, si ce n'est qu'il vous fiscalise encore plus.
parce qu'ils considèrent que vos activités sont encore plus lucratives qu'avant. Mais ça m'étonnerait. Enfin, après, je ne connais pas toutes vos activités, mais de ce que je vois, m'étonnerait. Donc, pour votre activité, c'est pas forcément dangereux. Par contre, je précise quand même quelque chose d'assez important. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est que quand l'administration fiscale réalise qu'elle a 1, 2, 3 structures sur son territoire qui sont fiscalisées, elle va aller voir les autres. Et nous, ce qu'on dit aussi aux ressourceries, c'est si vous faites le choix de demander un rescrit fiscal alors que pour l'instant l'administration ne vous a pas vu, vous vous mettez en danger. Mais vous mettez en danger tous les autres de votre territoire à côté. Parce que si vous vous faites fiscaliser, l'administration fiscale va aller voir vos copains à côté et va fiscaliser vos copains à côté. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. S'il y a d'autres cafés associatifs dans le coin qui ne sont pas fiscalisés, c'est de les interroger sur leurs pratiques, c'est de voir si en fait il y a un risque de les mettre en danger derrière. Merci. Ça vous va si on passe le micro dans le public? Allez, on prend les 2 questions. Oui, alors d'abord, pour Frédéric, je vais jouer un peu les rabat-joie parce que mon association vient d'obtenir la rescrit fiscale, mais nous avons un modèle économique qui est très différent. Vous, c'est 70% de recettes commerciales, disons, autour du repas. Nous, c'est 15%, le reste étant des subventions, 85% de subventions. Deuxième remarque, le mécénat de compétences, qui est un beau projet en soi, c'est pas forcément une réalité affriolante, parce que d'une part, il y a pas mal de demandes et peu d'offres, et d'autre part, les personnes qui sont proposées ne sont pas forcément le profil qu'on recherche. En particulier, ce sont des gens qui sont en fin de carrière dans les 3 dernières années ou la dernière année, et qui visent simplement à passer une année tranquille sans forcément s'investir. Mais bon, il y a des cas qui sont plus rassurants que ce que je viens de décrire. Et puis Merci pour ce témoignage. Par ailleurs, il y a aussi des profils en fait qui vont pas forcément aller avec les associations. Ça, c'est un vrai sujet. Nous, on a vu du mécénat de compétences sur des associations en fait qui ont embauché des gens qui travaillaient, et là vraiment c'est caricatural, chez Total. Difficile en fait de faire comprendre à la personne qui vient de Total ce qu'est un modèle associatif. Après, c'est hyper intéressant parce que on avance énormément sur les capacités de sensibilisation quand on est face à ce genre de profil. Et en vrai, ça s'est bien fini puisque la personne en question a vraiment compris le modèle associatif et a apporté ce qu'elle pouvait apporter et n'a pas importé son modèle. Mais voilà, c'est quand même aussi un questionnement là-dessus assez important. Oui, ça marche donc. Oui. D'abord, merci pour vos contributions, les interventions. Moi, j'ai quelques remarques et interrogations. Sur la question du mécénat, mécénat, c'est défiscalisation. Défiscalisation, c'est moins d'argent public. Je pense qu'il faut qu'on puisse l'avoir en tête parce que ça me permet derrière ça de revenir au démarrage de l'intervention sur ce que moi je considère comme une action forte de l'État de démantèlement du service public. Ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est conduit, et notamment des services publics de proximité. On le voit dans les quartiers populaires, dans les services immédiats, avec l'idée que finalement, les associations peuvent s'en charger, et en plus, ça coûtera moins cher, et en plus, s'il y a des merdes, c'est eux qui les géreront. Donc ce constat-là, moi, me paraît essentiel, et je pense que c'est une politique conduite, c'est-à-dire une conception finalement de faire vivre les valeurs de la République en se dégageant de cette obligation collective d'être auprès de chaque citoyen. Ça me paraît assez essentiel, et le corollaire de ça aujourd'hui, moi je l'ai vécu dans les associations que j'ai fréquentées ou que je fréquente, c'est que pour pouvoir être retenu comme étant des instruments de remplacement des politiques publiques de territoire, il faut arrêter de penser. Il faut arrêter d'avoir un projet. Je vais prendre quelques exemples très simples. Je suis administrateur dans une association qui s'occupe de l'accompagnement de femmes victimes des violences intrafamiliales et des enfants, mais qui en même temps revendique son inscription dans une dimension féministe. C'est-à-dire que
faire cet accompagnement-là si dans le même temps, il n'y a pas de réelle mobilisation pour combattre le patriarcat, les rapports de domination, gagner sur les dimensions d'égalité homme-femme, ça n'a pas de sens. Et ben, la réalité de cette affirmation-là fait que non, vous n'aurez pas de subvention. Mais si vous abandonnez ça, on peut peut-être revoir les choses. De la même façon, j'ai travaillé longtemps dans une maison de jeunes et de la culture à Tourcoing. Pour la petite histoire, c'est la ville de M. Gérald Darmanin, qui a été fermée brutalement du jour au lendemain, avec arrêt des subventions de l'État, de la CAF et de la ville de manière concertée. Parce qu'à un moment, la réaffirmation d'un projet d'éducation populaire qui d'abord porte des valeurs d'émancipation et de citoyenneté, ça n'a pas de place. Ce qu'on demande, c'est de faire de l'aide à la scolarité. Ce qu'on demande, c'est d'accueillir les enfants en centre de loisirs et éventuellement de faire de l'accompagnement collectif familial. Et je trouve que ça, c'est quand même une sacrée question parce que c'est des choix politiques qui sont faits. Alors, il y a les directives européennes, certes, mais je pense que c'est aussi le libéralisme, et aujourd'hui le libéralisme autoritaire, parce que ça passe aussi par des mesures d'autorité qui fait que chaque jour des associations disparaissent. Merci. Une réaction, Gloria ou Marianne? C'est un très très bon exemple, je trouve, qui rejoint aussi la question des libertés associatives de manière très forte. Et ça, c'est quelque chose que l'on constate aussi énormément dans nos structures, cette question de museler les ressourceries par la question de la subvention publique, de l'utiliser en fait comme une arme politique à l'encontre de leur projet associatif, à l'encontre de leurs droits de s'exprimer, de remettre potentiellement en question les politiques publiques établies. Et il y a un lien très fort entre les questions en fait de marchandisation et ces questions d'atteinte aux libertés. Et alors moi là, le lien que je vais faire, et puis je laisserai Marianne et peut-être Jean-Baptiste parler aussi des questions d'atteinte aux libertés associatives, mais c'est que le fait d'aller vers cette marchandisation, donc vers de la prestation de services notamment, c'est un moyen parmi tant d'autres pour le pouvoir public de transformer la relation en fait avec l'association, qui est une relation de partenaire, une relation de tiers-acteur, donc c'est-à-dire une reconnaissance de l'association comme étant quelqu'un qui participe à l'intérêt général, à la construction des politiques publiques, à la vie du quartier, de la ville, etc., en des simples prestataires de services pour la collectivité territoriale, complètement dépolitisés, simples outils au service d'une politique publique dont les seuls qui maîtrisent le sujet politique, et au sens noble du terme, ce sont les élus. Et du coup, on a fait de la subvention un objet effectivement de peur ultime, parce que du coup, on est muselé à cause de la subvention. Et donc, on va se tourner vers de la prestation pour éviter ces rapports de force qu'on va avoir dans la subvention. Voilà, c'est une logique qui se parle et qui se côtoie énormément. Marianne. J'ai pas grand-chose à ajouter. Tu as exactement décrit ce qu'on essaye aussi de rendre visible à travers donc deux espaces, l'Observatoire de la marchandisation, mais aussi l'Observatoire des libertés associatives dont on fait partie également. Et pour nous, les deux sont des processus extrêmement imbriqués, comme je l'ai expliqué au début sur l'exemple de la CIMAD. Et en fait, on est vraiment dans un projet politique, effectivement, déjà d'affaiblissement des services publics, parce que pour nous, l'affaiblissement des associations est corollaire de l'affaiblissement des services publics. Les délégations de services publics, c'est souvent du sous-service public avec moins de moyens. Et on est complètement dans le New Public Management aussi, faire mieux avec moins. Et puis, on est dans un projet néolibéral. Et j'aime bien citer une phrase de Pierre Bourdieu, du sociologue Pierre Bourdieu, qui disait que le néolibéralisme est une utopie en cours de réalisation d'une exploitation sans limite, dont une des clés est la destruction des structures collectives capables de faire obstacle à la logique du marché pur. Et on est vraiment dans ce moment-là. C'est-à-dire que ce qui est d'ailleurs, ce qui est aussi en creux, on pourrait dire, on peut se raccrocher à l'idée que c'est aussi parce que les forces d'interpellation citoyenne sont extrêmement aussi puissantes que la répression, elle est aussi forte.
Donc, on est vraiment pour nous dans un vrai projet politique, effectivement, et on voit jusqu'où ça peut aller, puisque finalement, on a vu avec ce qu'a déroulé Gloria, comment finalement l'entreprise vient totalement effacer, voire faire mourir les associations. Parce que si demain, c'est l'entreprise qui fait du bien, c'est l'entreprise qui a des solutions pour résoudre les problématiques sociales et écologiques, à quoi servent les associations ? Alors, est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle ou des remarques? Donc 2, 3, surtout parmi ceux qui n'ont pas encore parlé. Mais ok, je reviendrai vers toi quand même. Moi, je prends le micro avant de réfléchir. En fait, j'ai entendu parler de 3 sociétés, dont Shine ou Shin, je ne sais pas comment on prononce. Il me semble que la deuxième était Decathlon et la troisième, j'ai oublié, qui en fait donnaient des articles pour les revaloriser à des associations. Du coup, touchaient de l'argent en défiscalisation, profitait en tant que défiscalisation, et qu'en plus, ça pouvait aller plus loin puisque certaines avaient créé leurs propres associations. Donc, elles touchaient absolument sur tous les tableaux en faisant produire à bas coût, en étant défiscalisées sur cette production et en les revendant dans des associations. Alors, est-ce que c'est vrai et est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui agissent comme ça ? Gloria se régale. Ah ouais. Ah ouais, c'est un gros morceau celui-là, mais effectivement, c'est vrai. Je ne sais pas si vous connaissez cette loi, ça s'appelle la loi AGEC. C'est une loi pionnière sur la question de l'économie circulaire. Voilà, donc qui a voulu mettre en place tout un tas de choses pour favoriser l'économie circulaire. Et dans tout un tas de choses qu'elle a mis en place, il y a eu une lutte assez forte contre la destruction des invendus. Voilà, parce que dans les pratiques de merde, pardon du mot, mais que font les industriels du neuf, les grandes firmes du neuf, et notamment du textile. Donc là, je parle évidemment de Zara, de Kiabi, de Bershka, de Decathlon, de toutes ces marques, parce qu'avant l'ultra fast fashion, qui est Shine et Temu, il y a d'abord la fast fashion, qui sont ces acteurs-là. Vont surproduire, et puis vont pas tout vendre. Et donc en fait, elles brûlaient, elles incinéraient, elles détruisaient leurs invendus. Voilà, c'est une catastrophe, c'est un non-sens. Donc la loi AGEC a voulu essayer de résoudre ce sujet-là. Et pour ce faire, elle s'est dit, on va leur faire une petite carotte. Et donc la petite carotte, en fait, c'est vous allez donner vos invendus, mais comme ça va pas juste marcher, ça leur suffit pas, on va défiscaliser les invendus que vous donnez aux associations. Voilà, donc voilà comment le truc est arrivé sur Terre. Ce qui fait que, alors là, c'est vraiment incroyable parce que donc on peut continuer à surproduire exactement de la même manière. On surproduit. Il y a plein de trucs qu'on va pas vendre, mais alors on va te donner tout ça, qui du coup vraiment c'est de la merde. C'est un peu moins de la merde que du coup ce qu'on va recevoir, qui a déjà été utilisé, puisque du coup ça n'a pas encore été utilisé, mais ça reste de la fast fashion. Et on va le donner aux associations et on va récupérer de la thune publique là-dessus. Incroyable comme système, vraiment magique. Du coup, nos structures sont complètement sous l'eau face à des flux. Donc déjà, les propres flux liés à la fast fashion, ça déborde de tous les côtés. On ne sait plus quoi en faire. On ne sait littéralement plus quoi en faire. Et on a en plus un nouveau flux de tous les invendus qui débarquent. Voilà. Puis en plus, du coup, ils nous demandent un rescrit fiscal, ce que du coup, vous l'avez compris, on a un petit problème avec la question des rescrits fiscaux, parce qu'on n'a pas envie de montrer qu'on existe à l'administration fiscale. Donc bref, alors vraiment, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est un énorme scandale. Par ailleurs, le scandale est d'autant plus grand que Kiabi, pour le citer, et donc derrière le groupe Muliez, dans lequel il y a aussi Decathlon, ont trouvé vraiment, on se sont dit, alors c'est déjà génial, mais on va faire mieux que ça. On va créer des associations à qui on va donner nos invendus. Comme ça, on va défiscaliser les invendus, on va les récupérer, on va se faire le bif sur les invendus qu'on a fait. C'est magique. Voilà, donc oui, c'est vrai. Et donc, on lutte aussi activement contre ça. Alors, on va prendre rapidement les 2 dernières questions, parce qu'il faut que dans 5 minutes, on ait refermé cette discussion. Éric ? Oui, donc je voulais avoir 2 interrogations. Enfin, j'ai 2 interrogations.
À un moment, vous avez dit l'idéal, ça serait d'avoir des subventions sans contrepartie. Et enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre quand vous avez. Et donc, moi, je pense que c'est pas une bonne solution si c'est ça que vous avez dit, parce que je crois que la bonne solution serait plutôt de négocier des subventions qui soient différentes d'aujourd'hui, par exemple, qui tiennent compte des liens sociaux créés, qui tiennent compte un peu de ce qu'on appelle en économie les effets externes. Mais dans une certaine mesure, ça serait une autre marchandisation, puisque l'État donnerait, au lieu de donner une subvention avec un cahier des charges, avec une contrepartie, ça serait l'État qui vous donnerait une subvention en tenant compte de tous les effets externes. Et puis, je suis un peu gêné quand vous essayez, alors je sais bien que c'est votre point de vue, je suis un peu gêné quand vous dites, vous opposez un peu les élus et les citoyens, parce que moi, j'ai quand même beaucoup de mal. Pour moi, c'est la question des différentes citoyennetés. C'est normal, me semble-t-il, qu'un maire qui est élu sur un programme le fasse respecter, parce que sinon, ça veut dire que les élections ne servent à rien. D'un autre côté, il est aussi démocratique que l'élu accepte qu'il y ait sur son territoire des gens qui ne pensent pas comme lui, et donc subventionne des associations qui ne pensent pas comme lui. Donc à mon avis, ce n'est pas l'État contre les citoyens, c'est essayer de peut-être repenser un nouveau type de citoyenneté. Merci. On prend la dernière question, comme ça vous répondez aux trois. Oui, je vais complètement dans ton sens, parce que depuis 15 ans, nous construisons à peu près une 60aine de dossiers de subventions par an, et nous rencontrons les élus, que ce soit de la CAF, de la mairie, de l'État, pour faire valoir notre point de vue et l'utilité sociale de nos actions. Parce que nos actions, elles sont fondées sur des manques du fait de la carence de l'État dans un certain nombre de cas. Et par rapport à ce que tu disais, qu'est-ce qu'on fait si on ne lance pas des projets de substitution? On ne fait rien. On attend les prochaines élections. Ce n'est pas du tout notre politique. Quand il y a des manques sociaux, on intervient. On a 14 projets locaux qui fonctionnent, qui concernent à peu près plusieurs dizaines de milliers de personnes du 14e. Et donc, là-dessus, on est, on n'a pas de scrupules à pouvoir faire des choses que l'État ou une autre collectivité devrait faire, parce que c'est nécessaire. Merci Gilles. Je suis représentant d'une association qui est de l'autre côté de la rue, qui s'appelle Florimont, qui a démarré il y a 15 ans avec que des bénévoles et qui a 15 salariés et 90 bénévoles aujourd'hui. Je vous expliquerai, c'est un peu long parce que Frédéric ne va pas me laisser le temps. En fait, ils mettent 2 heures au conseil d'administration pour faire le point sur l'ensemble des actions qu'ils ont fait depuis 3 mois. Donc, c'est très long. Alors, vos réponses, mais vous pouvez discuter ensemble après, bien sûr. Ouais. Alors, sur la question de la subvention, c'est pas moi qui dis qu'elle doit être sans contrepartie. En fait, c'est la définition de la subvention qui est dans la loi 2014 sur l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est le principe, en fait, de venir soutenir l'interpellation citoyenne, enfin, de soutenir les initiatives citoyennes et de sortir de ce processus où les associations deviennent des prestateurs, voire des opérateurs de services. Et je suis complètement d'accord avec vous. Un des vecteurs pour nous de transformation et d'affaiblissement de ces processus de marchandisation et de financiarisation, c'est ce qu'on appelle, nous, la co-construction. C'est-à-dire comment, justement, on travaille en discussion avec les élus des collectivités territoriales, voire plus. Et cette notion de co-construction, on essaye de l'attraper de son côté le plus exigeant, parce qu'en fait, on est en train de mener une recherche-action sur cette notion de co-construction, donc avec des chercheurs et des acteurs associatifs. Et un des premiers éléments qui ressort de cette recherche participative, c'est que la co-construction, on arrive surtout à la rater, et que c'est une exigence extrêmement forte pour essayer d'amener cette co-construction
parce qu'en fait, c'est une question de partage de pouvoir, et que cette question de partage du pouvoir, elle est complexe, et que c'est un partage de pouvoir à tous les niveaux, en amont, au milieu et dans la répartition des budgets. Donc, c'est une exigence extrêmement forte, mais on essaye justement d'aller dans cette nécessité, en fait, de retrouver en fait du pouvoir politique, de redonner du pouvoir politique à l'association, hein, et puis de redonner du pouvoir politique dans le dialogue avec les collectivités territoriales, les pouvoirs publics, pour aller le mieux qu'on peut vers cette notion-là, quoi. Bien sûr. Peut-être pour aller pour compléter un petit peu ce que tu dis sur la co-construction, parce qu'en fait on a beaucoup parlé des différents phénomènes, on vous a décrit tout ça, on a peu parlé des solutions et de comment faire. Vraiment désolée, c'est vrai qu'en fait il nous aurait fallu 1 heure supplémentaire parce qu'il y a des solutions, non mais il y a vraiment des possibilités, et en fait effectivement la subvention, il est écrit dans le texte qu'elle est sans contrepartie, mais dans le sens où en fait on ne devrait pas attendre des associations qu'elles prouvent constamment leur impact. Ça c'est délétère. Parce qu'en fait, on va passer plus de temps à prouver notre impact qu'à faire d'une action. Ça n'a aucun sens. En revanche, évidemment que on va pas subventionner toutes les associations comme ça. Ça n'a aucun sens. En fait, il y a plein d'associations, en vérité, qui apportent rien à personne, ou en tout cas qui a une minorité de personnes. Il y a même des associations dangereuses, des associations avec des néo-nazis à l'intérieur. Bon, est-ce qu'on a envie de leur donner des subventions ? Non. Ça dépend qui. Voilà. Non, mais l'idée, c'est surtout redonner donc de la place au débat en fait autour de la subvention. Faut arrêter que ce soit un système où on vient quémander en fait. On dirait c'est le fait du prince en fait l'association. C'est vraiment on vient devant un élu et on quémande. Et effectivement, du coup, ça crée ce lien en fait de distorsion entre l'élu et l'association qui va être là à quémander de l'argent, etc. Où on en arrive à demander une 60aine de subventions parce qu'en fait, on n'est pas capable. Enfin, on veut pas nous donner une subvention qui soit à la hauteur aussi des enjeux, etc. Enfin voilà. Donc, et il y a une piste que je trouve hyper intéressante là dans l'observatoire, la deuxième édition sur l'observatoire de la démarchandisation. Et donc, ça rejoint aussi la question européenne, puisque cet exemple nous vient tout droit de Belgique, puisque la Belgique avait par ailleurs un super statut associatif qu'ils ont perdu récemment, mais ils ont encore quelque chose de hyper pertinent. Ils ont ce qu'ils appellent les associations d'éducation permanente. En fait, c'est nos associations d'éducation populaire. En fait, elles, à partir du moment où elles sont considérées comme des associations d'éducation permanente, sont subventionnées de fait. C'est un droit auquel elles ont le droit. Elles sont toutes subventionnées de fait. Ça ne peut pas être remis en question. Sauf à ce qu'elles perdent leur agrément d'association d'éducation permanente. Et ça, c'est un processus extrêmement long dans lequel il y a énormément de concertation avec tous les acteurs. Donc, elles ont une subvention de droit parce qu'on reconnaît de droit que leur action, elle est hyper importante. De plus, à l'intérieur donc de leur agrément, il y a la nécessité qu'elles soient un contre-pouvoir. C'est-à-dire qu'on demande aux associations d'être un contre-pouvoir face au pouvoir public existant. C'est-à-dire qu'en fait, l'État belge considère qu'il n'a pas le monopole de l'intérêt général. Et il leur donne. Voilà, ça, c'est un méga bon exemple. Et pour parler d'un exemple français, malheureusement qui s'est arrêté, mais en tout cas, ça a eu le mérite d'exister. Bon, déjà, il y a eu en 2014 la charte d'engagement réciproque entre l'État, les collectivités territoriales et les associations, qui est vraiment un super exemple que je vous conseille d'aller voir. Ça commence à dater, mais en fait, c'est toujours aussi pertinent. Qui s'est accompagné d'une circulaire, en fait, sur tout ça qu'on appelle la circulaire Valls. Voilà, c'est un truc cool qu'il a fait. Voilà, donc ça c'est vraiment des éléments pertinents. Et donc juste un petit exemple sur l'application en fait de cette charte d'engagement réciproque à Angers. La ville en fait avait mis à l'époque en place de la co-construction de l'utilisation de la subvention. C'est-à-dire qu'ils ont créé un espace dans lequel les associations avaient un droit de regard avec toutes les collectivités territoriales pour discuter de comment est-ce qu'on allait attribuer les subventions à elles et aux autres. Donc elles ont commencé par faire un énorme recueil, ce qu'on appelle un recueil d'initiatives citoyennes, pour voir tout ce qui se passait sur le territoire, pour voir où étaient les besoins, pour voir où étaient les capacités de coopération entre les acteurs associatifs, et pour voir du coup où est-ce qu'on allait mettre la subvention. Et donc c'était pas le pouvoir du prince, c'était une décision prise en collectif, et ça c'est vraiment une super bonne pratique qui peut être remise à l'ordre du jour.
Je vous remercie d'avoir éveillé nos esprits à ces préoccupations qui concernent l'ensemble du monde associatif. Je vous remercie aussi pour vos questions et votre façon d'aiguillonner un peu nos invités, parce que c'est aussi ça qui fait la richesse du monde associatif, c'est qu'on n'est pas tous d'accord entre nous, et c'est aussi pour ça qu'il y a des collectifs qui se montent. Donc je suis très content qu'on ait pu tenir ce débat ce soir. Marianne, j'ai quand même juste une dernière question à te poser, réponse courte, mais le 1er juillet, le collectif des associations citoyennes lance la première date de mobilisation que vous appelez les soulèvements associatifs. Qu'est-ce que vous allez faire le 1er juillet et est-ce qu'on y contribue ou pas? Je pense qu'il faut que tu nous emmènes un peu là. Donc, je vous en ai déjà dit 2 mots tout à l'heure, mais en quelques mots, le 1er juillet, effectivement, on a un appel à des soulèvements associatifs, donc pour rendre visibles les effets non seulement des coupes de subventions, mais aussi des attaques politiques et de l'affaiblissement du secteur associatif. Et un des slogans, c'est une société sans assaut, c'est une société en morceaux. Et donc, on appelle en fait à se mobiliser de la manière que veulent. Alors, il peut y avoir il y a 4 mobilisations, par exemple, dans les Vosges qui ont des formes différentes. Ça peut être des débats, il y a des rencontres autour des associations à Paris. Le 1er juillet, on va avoir une émission publique, donc avec tous ceux qui veulent venir. Une émission publique à la Césure, portée par Le Moment, qui va venir débattre autour de la question associative avec des invités dont j'ai oublié les noms, mais enfin, il y aura des réseaux associatifs, dont par exemple le planning familial. Et puis surtout, le 1er juillet, il y a un atelier des lois à l'Assemblée nationale qui va essayer de construire une proposition de loi pour défendre les libertés associatives les 2 députés qui portent, un des 2 députés ou des représentants de ces députés seront aussi présents le soir pour venir dire ce qui s'est passé sur ce temps de l'atelier des lois. Et on trouve tout ça sur le site du collectif des associations voilà. citoyennes. Et j'ai amené des petits flyers là, donc où vous pouvez trouver toutes les informations pour aller voir notre site. Collectif auquel vous pouvez adhérer si ça vous intéresse, évidemment.